Si vous jouiez dans un orchestre qui invoquait accidentellement un ancien démon voleur d'enfants, que feriez-vous? Cette flûtiste en devenir va faire ce qu'il faut pour s'assurer d'atteindre le sommet. Mais quand la musique commencera à jouer à sa place, elle se rendra compte qu'elle vient de faire une terrible erreur. Je suis là pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre le démon de la musique dans The Piper. Cette femme est sur le point de découvrir le morceau le plus dangereux jamais composé. Tard dans la nuit, dans sa maison à la périphérie de la ville, cette musicienne, Catherine, est en pleine discussion avec le chef d'orchestre au sujet de leur projet pour une prochaine collecte de fonds. L'homme essaie de la convaincre de jouer un concerto particulier qu'elle a écrit, mais la femme refuse catégoriquement que cette musique soit jouée devant un public, insistant sur le fait que ce n'est rien d'autre que le mal absolu. Elle vit dans la crainte du pouvoir de ce concerto, depuis qu'elle l'a joué pour la première fois il y a 50 ans. Mais ce soir, elle a décidé qu'elle en avait assez. Elle ouvre un compartiment caché sur l'une de ses étagères, attrape un petit coffret en bois et l'ouvre pour révéler les vieilles partitions jaunies qui semblent presque lui chuchoter d'une voix étrange et démoniaque. Le coffret dans les bras, elle se précipite dans le jardin et jette le tout dans un foyer avant de l'arroser d'essence et d'y jeter une allumette. Mais c'est là qu'elle commet sa plus grosse erreur. Une seconde à peine après le début des flammes, le couvercle de la boîte se referme pour protéger la musique qu'elle contient. Elle a beau essayer de l'ouvrir à l'aide d'un tisonnier, rien n'y fait. C'est alors que quelque chose attire son attention juste à la lisière des bois, et elle se met prudemment à chercher ce que ce son peut bien être. Au début, elle a l'impression que ce n'était peut-être rien. Mais tout à coup, une créature vêtue d'une cape noire et dont les yeux brillent d'un jaune éclatant surgit de l'obscurité, effrayant Catherine au point de la faire trébucher en arrière, directement dans le foyer. En quelques secondes, la femme est complètement engloutie par les flammes, ne parvenant à rester debout que quelques instants avant de s'écrouler sur le sol, morte. Au même moment, une tempête se déclenche et éteint le feu, garantissant que le concerto atteindra sa prochaine victime juste à temps pour la collecte de fonds. Et ça fait une première victime, et il en reste 4. Ok, bon sang Catherine, quand le chef d'orchestre a dit qu'il voulait que tu écrives des rythmes de feu pour le prochain concert, je ne pense pas que c'est ce qu'il avait vraiment à l'esprit. Eh, oublions la musique pendant une minute. Il faut que quelqu'un renvoie grand-mère à l'école primaire, parce que je suis presque sûre qu'on a appris ce qu'il faut faire si on s'enflamme accidentellement au cours préparatoire. Il suffit de s'arrêter, de se laisser tomber et de rouler, madame. C'est pas si difficile, mais je suppose que Catherine a dû utiliser toutes ses cellules cérébrales pour écrire de la musique, parce que même quand il s'agit de brûler des feuilles de papier, elle n'est pas très douée non plus. Voilà une idée. La prochaine fois, il vaudrait peut-être mieux sortir d'abord le truc que tu essaies de brûler de la boîte magique inifugée, tu ne crois pas? Et peut-être prendre un parapluie ou quelque chose pour empêcher la pluie de tomber dessus, jusqu'à ce que le boulot soit fait. Tout ça devrait être simple, non? Après tout, nous sommes seulement en train de combattre un simple bout de papier. Il aurait probablement pu être détruit en le déchirant et en le jetant à la poubelle. Au moins, elle avait un tisonnier comme arme. Mais ça ne sert pas à grand-chose si on n'est pas prête à s'en servir. Quand vous brisez une malédiction et que Mothman, l'homme papillon ou je ne sais quoi d'autre se présente pour vous arrêter, il faut être prête à donner à ce monstre la bonne vieille raclée symphonique au pied levé. Ne le laissez pas vous effrayer et vous envoyer dans le feu que vous venez d'allumer. Là, ça en devient vraiment gênant. Maintenant, quoi qu'il se passe avec cette musique, il ne faut pas être un génie pour se rendre compte qu'elle n'a clairement rien de bienfaisant. Catherine a peut-être échoué dans sa mission, mais j'ai quelques idées sur ce que la prochaine personne qui tombera sur cette musique pourrait essayer au lieu de ça. Quand on est confronté à quelque chose de surnaturel, c'est jamais une mauvaise idée d'essayer de combattre la magie par plus de magie. Nous pouvons voir que la boîte semble avoir des runes de protection gravées sur son couvercle, qui contiennent probablement le pouvoir de la musique de manière plus ou moins magique à l'intérieur. En suivant cette logique, nous devrions pouvoir utiliser la magie pour l'affaiblir encore plus, et peut-être même nous permettre de détruire complètement la musique sans que cet esprit démoniaque n'interfère dans nos plans comme il l'a fait ici. Un bon cercle de sel traditionnel avec quelques symboles de protection tracés autour du foyer pourrait constituer un rempart suffisant pour empêcher les vieux yeux jaunes dans les arbres de continuer leur magouille et vous donner le temps d'annuler ce concerto une fois pour toutes. Mais peut-être êtes-vous de ceux qui préfèrent l'approche physique. Ou, comme moi, une véritable intellectuelle, vous savez, qui joue avec une grande épée construite dans Elden Ring et qui ne s'embarrasse pas de tous ces trucs abracadabrantesques et des formules comme celle de Poudlard. Ben, j'ai aussi un plan pour nous tous. Nous allons faire simple et essayer de jeter la musique dans une déchiqueteuse. Mais si ça ne marche pas, je propose d'emmener toute la boîte au plus profond de la fosse des Mariannes avec James Cameron, et je l'enverrai dans le coffre maudit de Davy Jones. Même si ça ne la détruira pas complètement, la pression insensée devrait faire en sorte que personne d'autre que James Cameron ne puisse plus jamais mettre la main dessus.
Bien sûr, vous pouvez toujours enterrer la boîte dans votre jardin et la recouvrir de béton, si vous n'avez pas envie d'aller jusque dans les abysses de l'océan. Je suis sûre que ça fonctionnerait aussi. Vous pouvez essayer de résoudre le problème par vous-même, mais faire appel à des experts est toujours une autre bonne option. Le professionnel de votre choix pourrait être en mesure de nettoyer ou d'exorciser le mal de la musique par un rituel. Et si tout ça échoue, vous pourrez toujours les laisser prendre les partitions pour les mettre en sécurité, comme Ed et Lorraine Warren dans leur musée d'objets flippants. Au moins, ce ne sera plus votre problème. Parce que parfois, laisser quelqu'un d'autre s'en occuper est le meilleur de tous les combats. Quelques jours plus tard, cette flûtiste, Mélanie, est en répétition avec le reste de son orchestre, s'entraînant dur pour le concert de collecte de fonds qui aura lieu à la fin de la semaine. Pendant que l'orchestre joue, sa fille Zoé, qui est sourde, l'écoute depuis les coulisses. Mais elle a des problèmes avec ses appareils auditifs ces derniers temps, et la musique semble comme étouffée, comme si elle l'entendait sous l'eau. Sa mère est une musicienne talentueuse qui jouera plusieurs solos au cours de la représentation. Mais à la fin du morceau, le chef d'orchestre Gustafsson les traite tous de médiocres et reproche à Mel de ne pas avoir fait de son mieux, les avertissant tous qu'il ferait mieux de se préparer à temps pour la collecte de fonds, faute de quoi il pourrait aller en prison. Avant de partir, il annonce que la perte de Catherine signifie qu'ils ne pourront pas jouer son concerto comme prévu. Mais il dit qu'il travaille toujours sur une solution de secours pour qu'il puisse continuer à jouer. Pendant que tout le monde remballe, Franklin, le plus grand rival de Mel, commence à lui faire des reproches sur ses erreurs pendant la répétition. Mais son amie Nancy intervient et lui dit de laisser tomber. En sortant, elle remarque qu'il fait de la lèche au chef d'orchestre pour prendre la place de Catherine. Et Nancy prévient Mel qu'elle doit commencer à faire la même chose. Sinon, Franklin va l'éclipser, même si c'est elle la musicienne la plus douée. Suivant le conseil de son ami, Mel s'approche du chef d'orchestre et lui demande s'il a eu l'occasion d'écouter son nouveau concerto pour flûte. Mais il s'empresse de lui dire qu'elle devrait se concentrer sur les bases avant de vouloir chercher les projecteurs. Il lui explique qu'elle a du talent, mais qu'elle n'a pas la même présence sur scène que quelqu'un comme Franklin. Et bien qu'elle dise qu'elle peut y arriver s'il lui en donne l'occasion, le chef d'orchestre exige qu'elle continue à améliorer ses bases et qu'elle attende son tour pour briller. Pendant ce temps, Nancy et le fils de Zoé, Colin, jouent à cache-cache dans un des décors inachevés quelque part dans les coulisses. Le garçon s'avance sur la scène en appelant son ami, quand il croit entendre quelqu'un l'appeler depuis une grille située à l'arrière du plateau. Alors qu'il se penche pour voir de plus près, il recule terrifié quand quelqu'un émerge du tunnel en contrebas. Mais ce n'est que Zoé qui faisait l'imbécile. Et cette dernière sait comment réconforter son amie, en lui racontant une belle histoire d'épouvante. Selon elle, il y a eu un incendie dans le bâtiment il y a plusieurs années, au cours duquel des dizaines de personnes sont décédées, pour la plupart des enfants de leur âge. Et maintenant que l'endroit a été rouvert, on peut encore parfois trouver leurs esprits fantomatiques qui se promènent dans les couloirs. Heureusement, la mère de Colin se présente avant que la gamine de l'exorciste ne parvienne à le terrifier davantage. Mais très vite, il va souhaiter que tous deux ne se soient jamais rencontrés. Le lendemain, Mel se présente au bureau de Gustafsson avec quelques ajustements pour sa musique. Mais il lui annonce qu'ils ont déjà décidé de choisir la partition de Franklin au lieu de la sienne. Désespérée, elle lui propose de lui trouver la partition originale de Catherine pour qu'il puisse la jouer comme prévu. Et ça suffit tout à coup à attirer l'attention de l'homme. Elle explique que Catherine était en fait un de ses mentors personnels à l'académie et qu'elle connaissait même assez bien la famille de cette femme, de sorte qu'elle pourrait peut-être les convaincre de lui remettre le concerto en sa mémoire. C'est alors qu'il décide de l'informer de l'historique de la musique. Il s'agit en fait du premier concerto de Catherine, qu'elle a écrit en s'inspirant de vieux contes européens. La dernière et unique représentation a eu lieu le soir de ce terrible incendie, il y a bien longtemps. Et par la suite, Catherine a refusé catégoriquement que l'œuvre soit rejouée, laissant croire à Mel que toutes les copies avaient été détruites. Or, il s'avère que Catherine a conservé une seule copie de l'œuvre pour elle-même. Et si Mel parvient à la lui apporter à temps pour la collecte de fonds, Gustafsson lui promet qu'il pourra utiliser ses relations pour l'aider à faire décoller sa carrière. Ok, je vois déjà où ça va nous mener et ça ne va pas être bon. Mel est sur le point de conclure un véritable pacte avec le diable. Mais si elle connaissait Catherine aussi bien qu'elle le prétend, elle saurait que son ancien mentor aurait littéralement préféré mourir plutôt que de laisser le concerto être rejoué. Avant d'aller plus loin, la première chose que devrait faire Mel, c'est d'en savoir plus sur ce qui est réellement arrivé à Catherine. Je veux dire, ça ne vous paraît pas un peu suspect que la seule autre fois où ce concerto a été joué, tout le théâtre a brûlé et des tonnes de gens sont morts? On se demande si ça n'a pas un rapport avec le fait que Catherine a intentionnellement détruit toutes les copies,
sauf une. Et pour couronner le tout, elle décède mystérieusement quelques jours avant la collecte de fonds. Tout ça alors que Gustafsson s'était manifestement démené pour que le concerto soit joué. Les signaux d'alarme commencent à s'accumuler dès qu'on y réfléchit, ne serait-ce qu'une seconde. Et si Mel prenait le temps d'examiner la situation d'un point de vue extérieur, elle se rendrait compte qu'elle se dirige tout droit vers le danger. Maintenant, ne vous méprenez pas, Mel doit toujours garder à l'esprit ses objectifs de carrière. Je commencerai donc d'abord par demander à la famille de Catherine ce qu'elle pense du concerto. S'ils sont prêts à le donner, tant mieux. Dans le cas contraire, il serait temps de dire à Gustafsson qu'il faudrait jouer autre chose. Je suggère de jouer quelque chose d'autre parmi les compositions de Catherine. De cette façon, ils pourront honorer son travail sans jouer ce concerto mortel en particulier. Si elle s'inquiète de la réaction de Gustafsson, il serait peut-être utile d'obtenir le soutien d'autres membres de l'orchestre, pour que la discussion ne se limite pas à une confrontation à 1 contre 1. Nous ne voulons pas nous confronter à lui sans raison, mais s'il commence à s'énerver, Mel pourrait menacer de dénoncer publiquement ses pratiques contraires à l'éthique, parce que les chefs d'orchestre dépendent autant de leur réputation que n'importe qui d'autre. Si continuer à jouer avec Gustafsson n'est plus possible, Mel pourrait toujours essayer de devenir indépendante ou d'obtenir un poste d'enseignante à la place. Elle pourra ainsi continuer à faire ce qu'elle aime, tout en mettant du pain sur la table et en aidant de futurs musiciens à se lancer. Elle est sur le point de réaliser que n'importe quelle option aurait été meilleure que de s'impliquer dans ce concerto. Mais quand elle s'en rendra compte, il sera déjà trop tard. Plus tard dans la journée, Mel part à la recherche du concerto et elle se rend à la maison de Catherine quelque part dans les bois à la périphérie de la ville. Dès qu'elle arrive sur place, une des premières choses qu'elle voit, ce sont les traces carbonisées au sol de l'endroit où la femme est morte. Alors qu'elle est occupée à les regarder, la sœur de Catherine, Alice, sort de la maison pour la rencontrer. Alice comprend tout de suite que Mel est venue chercher les partitions, et elle les traite de malhonnêtes de vouloir tenter de tirer profit de la mort de sa sœur. Elle explique que Catherine n'a jamais voulu que le concerto soit rejoué, et qu'elle essayait de brûler la dernière copie quand elle est morte dans l'incendie. Refermant la grille sur elle, elle demande sévèrement à Mel de les laisser tranquilles. Mais notre flûtiste ici a d'autres projets. En bonne fouine qu'elle est, Mel se cache aux abords du chemin jusqu'à ce qu'elle voie la femme quitter la propriété. Puis elle s'introduit immédiatement dans la maison par une fenêtre non verrouillée. Sans aucune hésitation, elle fouille la maison, se faufile dans les pièces encombrées à la recherche de traces du concerto, jusqu'à ce qu'elle découvre enfin la boîte contenant les partitions, à moitié cachée sous un drap dans le grenier. À l'intérieur du coffre, elle trouve les morceaux de partitions carbonisés et griffonnés, ainsi que des enregistrements des 2 premiers mouvements du concerto. Et elle décide de les écouter rapidement à l'aide d'un magnétophone qui se trouve à proximité. Alors qu'elle écoute le sinistre jeu de piano, elle commence à avoir une série de visions inexplicables. Et quand l'enregistrement s'arrête, Mel revient à la réalité comme si elle avait été plongée dans une sorte de transe profonde. Tout à coup, le temps commence à se gâter et un corbeau l'effraie en s'écrasant sur une fenêtre juste derrière elle. Mel prend ça comme un signe qu'il est temps de partir. Mais après avoir mis ce dont elle a besoin dans un carton et l'avoir chargé dans sa voiture, elle se rend compte qu'elle a perdu ses clés quelque part dans la maison, ce qui l'oblige à retourner à l'intérieur. Dans l'obscurité, la maison est encore plus effrayante. Et alors qu'elle s'empare de son sac à main, elle est effrayée par le vent qui souffle dans les dizaines de vieux instruments éparpillés dans le grenier. Tout à coup, elle aperçoit ce qui ressemble à une mystérieuse silhouette sombre qui l'observe dans l'obscurité. Elle se précipite immédiatement vers sa voiture, enclenche la vitesse au moment où ce qui la poursuit apparaît dans ses phares et s'enfuit à toute allure sur le chemin de terre pour retourner vers la sécurité. Ok. Mais qu'est-ce qu'on fait ici, jeune fille? Tu essaies de libérer une ancienne malédiction démoniaque? Parce que c'est exactement comme ça qu'on fait. Les signeux avant-coureurs n'auraient pas pu être plus clairs si cette foutue boîte avait été étiquetée « Ne pas ouvrir ». Non mais sérieusement, elle a dû littéralement enjamber les cendres de son défunt mentor juste pour pouvoir entrer là-dedans. Alice a clairement fait savoir qu'elle ne voulait pas que le concerto soit joué. Mais est-ce que Mel a écouté un seul mot de ce qu'elle a dit? Bien sûr que non. Elle préférait jouer les Indiana Jones sur des partitions maudites. Et en plus, Mel n'est même pas une bonne criminelle du tout. Cette crétine a laissé des traces ADN sur toute la scène de crime. La première chose qu'elle a faite a été de prendre une des flûtes au hasard et de laisser sa salive dessus. Et elle a touché à peu près toutes les surfaces de la maison en la traversant. Le pire, c'est qu'Alice savait déjà qu'elle était là pour chercher des partitions. Alors, qui la pire cambrioleuse de tous les temps pense-t-elle que les flics chercheront en premier quand elles auront disparu, hein? Bon, eh bien, amuse-toi bien à donner des cours de musique en prison. Elle a maintenant le concerto en sa possession pour le meilleur et pour le pire. Mais si elle avait encore des doutes sur le fait que cette chose était purement maléfique,
Je dirais qu'elle a découvert la vérité au moment où elle a décidé de l'écouter. Chaque fois que vous trouvez un objet dont le simple contact vous met en transe, que les corbeaux commencent à foncer dans les fenêtres et qu'une créature démoniaque se met à vous traquer dans la pénombre, il est clair que vous devriez ne pas vous en mêler. Mel pourrait achever sa quête et remettre la musique à Gustafsson, mais d'après tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, je dirais que c'est une très mauvaise idée. Le mieux serait de terminer ce que Catherine a commencé et de se débarrasser de la musique pour de bon. La première chose que Mel devrait faire, c'est de prendre une grande respiration et de se rendre compte qu'elle est en danger. À partir de maintenant, je laisserai le concerto et les enregistrements dans leur boîte et je ne les ouvrirai plus jamais. Et je ne les écouterai plus jamais non plus. Elle pourrait essayer les stratégies de destruction que nous avons mentionnées précédemment, ou simplement sauter cette étape et passer directement à la remise du carton tout entier aux experts. Bien sûr, elle pourrait aussi le ramener à Alice et la laisser le remettre en sécurité. Et elle pourrait même collaborer avec elle pour trouver d'autres moyens de tout détruire définitivement. Quand elle rapporte enfin ses découvertes à Gustafsson, il est frustré de voir qu'il manque le troisième mouvement du concerto, disant qu'ils ne peuvent pas jouer le morceau sans une fin appropriée. Refusant d'abandonner, Mel promet qu'elle peut composer la fin du morceau elle-même, en utilisant ce dont elle se souvient d'avoir étudié avec Catherine à l'académie. Mais elle devra le faire à temps pour la collecte de fonds qui aura lieu à la fin de la semaine. Le chef d'orchestre lui demande donc de commencer tout de suite et de le rendre fier. Déterminée à réussir, Mel se met au travail et commence à bosser. Mais le seul problème, c'est qu'à chaque fois qu'elle écoute l'enregistrement, elle se retrouve hantée par des visions soudaines de terreur et de tourments inimaginables. Inquiète, elle décide de rendre visite à son ami Philippe, qui enseigne la théorie musicale à l'université locale. Après le cours, Philippe écoute lui-même les enregistrements et il se laisse rapidement envoûter par le rythme tout comme Mel. S'emparant d'une section particulière, Mel souligne que Catherine a laissé un message écrit en latin en haut de la partition. Apporter la discorde à l'harmonie, apporter le chaos au cosmos. Ce qui, selon Philippe, pourrait être une référence à la façon dont la musique peut être à la fois de nature paisible et de nature rebelle en fonction de la façon dont elle est jouée. Lors d'une démonstration d'un appareil appelé harmonographe, il explique que même un petit changement peut transformer l'harmonie en chaos. Et que dans le passé, de nombreuses cultures anciennes croyaient que certains types de musique possédaient des qualités démoniaques qui pouvaient s'accrocher à l'âme des gens et les rendre fous. Avant de partir, Mel laisse une des bandes à Philippe pour qu'il l'étudie un peu, pendant qu'elle retourne se mettre au travail. Pendant ce temps, Zoé est chez son amie Colleen, tandis que sa mère est occupée à jouer du violon. Pendant qu'elle est distraite, ils se faufilent tous les deux jusqu'à l'appartement de Zoé, où elle le laisse seul pendant qu'elle prend quelques affaires dans sa chambre. Dès qu'elle est partie, Colleen se concentre sur la commande du magnétophone, et il commence à écouter la première partie du concerto par curiosité. Quand Zoé revient un peu plus tard, elle trouve son ami complètement absorbé par la musique. Et alors qu'ils descendent au sous-sol pour continuer à jouer à cache-cache, il ne peut s'empêcher de dire que l'écoute lui a donné des visions terrifiantes d'un lac mystérieux. N'y prêtant pas attention, Zoé part se cacher dans le sous-sol, laissant Colleen compter jusqu'à 20 avant de partir à sa recherche. Au bout d'un couloir miteux, il remarque que la balle de Zoé roule un peu plus loin. Et quand il s'approche pour la ramasser, il s'aperçoit qu'elle est sortie d'une salle de maintenance plongée dans l'obscurité. Ne voulant pas s'y aventurer, Colleen fait rouler la balle dans l'obscurité. Et comme par hasard, la balle revient vers lui. Mais quelque chose lui dit que ce n'est plus à Zoé qu'il a affaire. Et au lieu de faire demi-tour, il décide de s'enfoncer dans l'obscurité à la recherche de son ami. Puis, quand il allume une des lumières vacillantes, il aperçoit une horrible silhouette au visage démoniaque. Terrifié, le garçon fait demi-tour vers le couloir où Zoé l'attrape tout à coup par l'épaule. De retour à l'étage, Colleen est manifestement perturbée par tout ce qui s'est passé. Mais il ne se doute pas que le cauchemar ne fait que commencer. Tard dans la nuit, sa mère le trouve encore éveillé dans son lit, sifflant la musique pour lui-même et disant qu'il n'arrive pas à se la sortir de la tête. Le garçon finit par s'endormir, mais il se réveille terrifié au milieu de la nuit avec le sentiment qu'une présence étrange se trouve dans sa chambre. Il prend une lampe de poche, regarde autour de lui et finit par trouver un petit rat tout mignon qui traîne avec le reste de son bordel sous son lit. Il essaie de le recouvrir d'un tissu, mais le rat se met à avancer droit vers lui, obligeant le petit garçon à reculer vers l'obscurité de son placard. Dès qu'il s'en approche, la présence démoniaque le tire vers les ténèbres et ses yeux deviennent complètement blancs. Et nous en sommes ainsi à 2 victimes, et il en reste 3. Ok, bon alors, toute cette débâcle aurait pu être évitée s'il n'avait pas commis 2 erreurs cruciales. La première erreur, c'est que Mel a laissé la partition d'un tourment inimaginable à la portée de n'importe qui voudrait l'écouter. Et l'erreur numéro 2, c'est que Colleen n'a pas dit la vérité à sa mère sur ce qui s'est passé.
Qu'est-ce qui pousse les enfants à jouer à cache-cache dans des sous-sols effrayants? Je vous jure qu'ils sont comme Winnie et son putain de miel avec ce genre de choses. S'il y a une cave effrayante dans le coin, ils la trouveront. Et quand apprendrons-nous en tant que communauté à ne pas tomber dans le piège de la babale qui sort de l'obscurité? Non mais honnêtement, si je revois ça un jour, ce sera le sujet d'une autre vidéo dans ce cas. Mais peut-on considérer que tout ça n'est probablement arrivé que parce qu'ils étaient sous le charme du joueur de flûte? Ce qui nous amène à la véritable racine du problème. Nous devons trouver un moyen de résister à la musique du joueur de flûte qui contrôle l'esprit. Ou comme l'a dit Nancy, une rengaine. C'est le genre de mélodie qui est accrocheuse, qui est répétitive et qui ressurgit dans votre cerveau au moment précis où vous posez votre tête sur l'oreiller pour vous endormir. C'est ennuyeux sans être démoniaque. Alors, comment s'en débarrasser? J'essaierai de la remplacer par une autre chanson encore plus captivante. C'est pas la solution parfaite, je sais, mais quand on est face à un démon de la musique, il faut faire ce qu'il faut. Essayez une activité distrayante comme jouer à la PlayStation ou même de l'étouffer avec un fond sonore, ça pourrait aussi aider. L'essentiel est de tout faire pour sortir cette musique de votre tête. Et ensuite, si vous pouvez tenir assez longtemps sans y être exposé à nouveau, tout devrait bien se passer. Trouver un moyen de résister au lavage de cerveau aurait pu sauver la vie de Colin. Mais pour être honnête, il était probablement fichu à la seconde où il a écouté cette bande. Il est trop tard pour lui désormais. Mais espérons que maintenant, Mel pourra se rendre compte du danger et mettre un terme à cette situation avant que le joueur de flûte ne fasse une autre victime. Au matin, Mel se réveille quand Nancy, la mère de Colin, frappe à la porte de son appartement. Elle explique complètement paniquée que son fils a disparu de sa chambre sans laisser de traces. La police se présente pour enquêter, mais pour l'instant, elle n'a aucune piste. Et Zoé n'arrive pas à se débarrasser du sentiment que ce qui est arrivé à son amie est sans doute dû à l'étrange musique de Catherine. De son côté, Gustafsson est absolument ravi de ce que Mel a réussi à faire jusqu'à présent. Mais quand il sent qu'elle manque encore de confiance en elle, il décide de lui donner un peu plus d'inspiration. Il l'amène au centre de la scène et lui annonce qu'il fait officiellement monter les enchères. Soit elle termine son concerto d'ici demain, soit il l'exclut de l'orchestre pour de bon. Quand vient l'heure de la répétition, Mel s'installe dans la salle pendant que le reste de l'orchestre répète les 2 premiers mouvements de l'œuvre. Au fur et à mesure qu'il joue, la musique devient de plus en plus démoniaque, provoquant chez Mel d'étranges visions avant que son nez ne commence à saigner, et jusqu'à ce que Franklin s'écroule tout à coup et frappe durement le sol. Il se relève rapidement et dit qu'il va bien. Mais Mel commence à réaliser qu'il y avait peut-être une bonne raison pour laquelle Catherine essayait de détruire la musique après tout. Dans le hall du théâtre, Mel regarde des photos commémoratives de Catherine et elle fait une découverte choquante. Le lac et le paysage de l'une des photos ressemblent à l'endroit qu'elle a vu dans sa vision. Et la photo est étiquetée Hamelin, Allemagne, 1973. Ce qui correspond à la date et à l'endroit exact où Catherine est censée avoir composé son concerto. Ça l'amène à ouvrir un livre de contes pour enfants quand elle rentre chez elle, et elle le feuillette jusqu'à ce qu'elle trouve ce qu'elle cherche. L'histoire du joueur de flûte de Hamelin. Au même moment, Zoé arrive en disant qu'elle n'arrive pas à dormir après ce qui s'est passé avec Colin, et Mel lui dit de s'asseoir pour écouter une histoire avant de dormir. La légende du joueur de flûte est la suivante. Il y a des centaines d'années, dans la ville de Hamelin, les habitants ont engagé un mystérieux voyageur pour se débarrasser de tous les rats de la ville. Mais quand les paysans ont refusé de payer une fois le travail terminé, le musicien a joué un air sur sa flûte qui a attiré tous les enfants au milieu de la nuit. Et on ne les a plus jamais revus. Quand elle arrive à la fin, Mel se rend compte que ce n'était peut-être pas la meilleure histoire pour s'endormir. Et elle renvoie Zoé au lit tandis qu'elle se remet au travail, sans se rendre compte que la légende est en train de se réaliser une fois de plus. À un moment donné au cours de la nuit, alors que Mel est occupée à travailler, la curiosité prend le dessus sur Zoé et elle décide d'écouter la bande à son tour. Alors qu'elle écoute le premier extrait, le joueur de flûte tend une main démoniaque pour l'attraper. Mais la petite fille prend peur et retire ses appareils auditifs juste à temps, rompant le charme sans jamais vraiment réaliser qu'elle était à 2 doigts d'être enlevée. Le lendemain matin, Mel se réveille dans un lit entouré de dizaines de pages de partitions qu'elle n'a absolument aucun souvenir d'avoir écrites elle-même. Inquiète, elle décide de faire des recherches plus approfondies sur la prestation de Catherine la nuit du mystérieux incendie. Et elle commence à se rendre compte que l'histoire pourrait bien être plus que celle d'un simple accident. Plus tard dans l'après-midi, Zoé est en train de jouer dans la cour de récréation de l'école quand elle commence à entendre un étrange bourdonnement dans ses oreilles. Et quand elle se retourne, elle voit son ballon de kickball préféré en train de rouler le long de la façade du bâtiment. Il l'amène jusqu'à un vieux bus scolaire inutilisé à l'arrière de la propriété. Et à mesure qu'elle s'approche de l'arrière du véhicule, le bourdonnement devient si fort qu'elle décide de retirer ses appareils auditifs.
Au moment où elle se retourne pour regagner la porte, elle est surprise par l'apparition soudaine du joueur de flûte qui bloque sa seule voie de sortie. Et il se met à jouer de la flûte si fort qu'il fait voler en éclats toutes les vitres. Mais comme Zoé ne porte pas ses appareils auditifs, elle réussit à lui échapper pour la deuxième fois. Ok, Zoé l'a échappé belle. Mais le bon côté des choses, c'est que ces rencontres nous ont permis d'apprendre des informations importantes. Maintenant, nous savons enfin à qui nous avons affaire. Et nous disposons également de quelques éléments qui pourraient nous aider à nous débarrasser de lui la prochaine fois qu'il se montrera. Le fait de ne pas porter ses appareils auditifs a sauvé la vie de Zoé. Et ça correspond à l'histoire originale du joueur de flûte. Dans cette histoire, seuls 3 enfants de la ville ne l'ont pas suivi, parce qu'ils ne pouvaient pas marcher, ne pouvaient pas l'entendre ou ne pouvaient pas voir où il allait. C'est un peu risqué, mais peut-être que le seul fait de vous menotter à quelque chose de solide ou de vous bander les yeux pourrait vous aider à résister à l'influence du joueur de flûte chaque fois qu'il se présente. J'achèterai aussi des bouchons d'oreilles et des écouteurs où j'essaierai d'utiliser l'effet Larsen de l'équipement musical de Mel pour étouffer le son de sa musique. Si nous nous basons sur des idées de l'histoire, le fait de le payer pourrait également faire l'affaire. Le seul problème, c'est qu'il voudra être payé en, disons, 1000 florins d'or, ce qui équivaut à environ 45 000 $ ou environ 7 millions de V-Bucks. Et tout le monde n'a pas cette somme qui traîne sous son matelas, vous savez. Mais Mel pourrait peut-être le piéger avec un sac rempli de fausses pièces d'or du magasin d'articles de fête, juste le temps de le bannir dans son propre royaume. Comme le démon apparaît toujours sous sa forme physique, ça veut dire que vous pouvez toujours essayer mon approche préférée, qui consiste à le frapper simplement jusqu'à ce qu'il soit hors d'état de nuire. Il n'est même pas nécessaire de gagner le combat, il vous suffit d'endommager suffisamment ses mains pour qu'il ne puisse plus jouer de flûte. Et le problème devrait être résolu. Si tout ça ne marche pas, on peut toujours utiliser la bonne vieille stratégie du bouclier de viande. Il suffirait de faire écouter le morceau à un autre camarade de classe que Zoé n'aime vraiment pas et de s'en servir comme appât, puis d'essayer de sauter sur le joueur de flûte quand il se présentera pour réclamer son âme. Quant à Mel, la première chose que je ferais à sa place serait de jeter tous les stylos et le papier de mon appartement pour m'empêcher d'écrire davantage. Il y a aussi quelque chose d'important que Philippe a mentionné lors de leur conversation il y a quelque temps. Le message sur le papier qui disait quelque chose à propos d'amener la discorde à l'harmonie. Si nous inversons la logique, alors peut-être qu'en trouvant un terrain d'entente avec son ennemi juré Franklin, tous les deux pourraient créer une harmonie si puissante qu'elle surpasserait le chant du joueur de flûte et briserait la malédiction. Quoi qu'elle fasse, elle va devoir trouver une solution rapidement, parce qu'il ne lui reste plus que quelques heures avant que Gustafsson et Franklin n'ouvrent les portes du monde du joueur de flûte encore une fois. À la maison, Zoé avoue à sa mère qu'elle et Colin ont écouté la bande, et elle commence à paniquer, affirmant qu'elle peut encore percevoir la musique dans sa tête, et qu'elle veut juste que ça s'arrête. Comme solution, Mel et la fillette jouent une chanson de leur cru ensemble, et ça semble aider pour le moment. Mais se débarrasser du joueur de flûte pour de bon ne sera pas si facile. Après avoir mis Zoé au lit, Mel commence à rassembler toutes les partitions pour les ranger dans le placard. Mais pendant qu'elle le fait, la porte de sa chambre s'ouvre mystérieusement d'elle-même, et elle va vérifier pensant qu'il y a peut-être un intrus. Elle ouvre la penderie et n'y trouve rien d'autre qu'un autre petit rat qui traîne à l'intérieur. Mais à ce moment-là, le démon surgit de derrière la porte et se précipite vers elle, la possédant avant même qu'elle n'ait eu le temps de réagir. En entendant ça, Zoé vient nerveusement voir sa mère et elle la trouve recroquevillée devant le bureau en train d'écrire de la musique comme une folle. Quand elle lui tape sur l'épaule, la femme tourne sur elle-même, ses yeux brillants d'un orange démoniaque, et elle pousse la pauvre gamine par terre. Mais elle déchire une des feuilles de papier sous le coup de la colère, ce qui semble rompre le charme pour le moment. Comprenant qu'elle doit arrêter le concert, Mel se précipite vers le théâtre où a lieu le récital de ce soir-là. Mais Gustafsson est absolument hors de lui quand il entend ce qu'elle a à dire. Voyant une opportunité, Franklin interrompt la conversation et dit qu'il peut terminer le concerto si Mel ne veut pas le faire. Et le chef d'orchestre l'expulse officiellement de l'orchestre, pensant qu'elle a complètement perdu la tête. Refusant d'abandonner, Mel demande à Philippe de venir garder Zoé pendant qu'elle va suivre quelques nouvelles hypothèses. Avant de partir, elle remarque que Philippe semble lui aussi à côté de la plaque, et elle devine à juste titre qu'il ne se sent pas bien depuis qu'elle lui a fait écouter les enregistrements. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'il a réussi à décoder la dernière partie de l'enregistrement. Et d'après ce qu'il a pu comprendre, il semble qu'il y ait une voix démoniaque qui parle plus en latin, y compris la phrase « Mon monde est la discorde ». Aussi fou que ça puisse paraître, Mel explique qu'elle pense que le joueur de flûte de l'histoire se sert d'eux pour finir le morceau. Et elle annonce qu'elle doit retourner chez Catherine pour voir si elle peut trouver d'autres informations qui pourraient les aider à l'arrêter. En fouillant le grenier où elle a trouvé les partitions,
Mel découvre quelque chose d'étrange qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. Cachée derrière le papier peint, elle trouve le dernier mouvement du concerto original de Catherine. C'est alors qu'elle se rend compte qu'elle n'est pas seule. Quand elle se retourne, elle découvre avec effroi qu'Alice est assise dans l'obscurité derrière elle, comme une sorte de folle. Il s'avère que cette femme était au courant de l'existence de la composition maudite depuis le début, et qu'elle a vu sa sœur s'efforcer de la cacher pendant toutes ces années. Bien qu'Alice insiste sur le fait qu'il n'y a aucun moyen d'arrêter la malédiction une fois qu'on a entendu la mélodie, la conversation fait tout à coup prendre conscience à Mel qu'elle pourrait peut-être rompre le charme du joueur de flûte en contrant son chaos par sa propre mémoire. Mais elle doit arrêter la collecte de fonds avant qu'il ne soit trop tard. À la maison, Zoé commence à entendre la voix de Colin dans sa tête, et elle suit le son jusqu'à la chambre sans que Philippe ne s'aperçoive pour autant de son départ. Pendant un moment, il semble qu'il n'y ait rien ici. Mais tout à coup, l'équipement de studio de sa mère commence à jouer la musique du joueur de flûte, bien que les haut-parleurs ne soient pas allumés. Et avant que Zoé ne puisse comprendre comment l'arrêter, la créature apparaît derrière elle et entraîne la petite fille. Et ça fait 3 victimes, et il en reste 2. Ok, bon, on dirait que Zoé vient de prendre le prochain vol pour Flûteland. Et le pire, c'est que c'est la faute de sa mère. Alice a essayé de t'avertir, mais tu as décidé de choisir une vie de criminel au lieu de ça, et maintenant tu en paies le prix. Alors devine quoi, Mel? Tu as merdé. Je vais être franche avec toi, Mélanie. Tout ce désastre est entièrement de ta faute. Tu as laissé tes ambitions professionnelles te mener sur une voie où déchaîner une musique littéralement démoniaque sur le monde semblait être une bonne idée. Et tu as mis en danger non seulement ta propre fille, mais aussi d'innombrables autres personnes. Tout ça pour gagner quelques points auprès de la personne qui te fait subir des attaques répétées. La vérité, c'est que tu aurais dû faire quelque chose dès que ce démon a commencé à t'utiliser comme intermédiaire pour finir sa composition. Et vu que maintenant tu as aussi autorisé Franklin et le chef d'orchestre à mettre le grappin dessus, tu n'as fait que répandre encore plus le chaos. Le pire dans tout ça, c'est que tu as laissé ta fille avec Philippe comme s'il allait la protéger, alors qu'il était manifestement lui aussi sous l'emprise du charme du joueur de flûte. Allô? La terre, Amel! Pour une raison ou pour une autre, cette gamine avait le pouvoir de déchirer en deux ses feuilles de partition indestructibles. Alors pourquoi ne pas la laisser détruire tout le concerto et s'arrêter là? Pourtant, je devine que la pomme ne tombe jamais bien loin de l'arbre quand il s'agit d'elle, hein? Vu que Zoé a pensé que ce serait une bonne idée de suivre le son de la voix de son ami disparu dans un couloir sombre. La solution était toute trouvée. Il suffisait d'aller au théâtre et de saboter tout leur matériel. Pas de concert, pas de joueur de flûte, du moins pour le moment. Mais au lieu de ça, tu es retourné jusqu'à la maison de Catherine et tu n'as absolument rien fait d'autre que de laisser Zoé se faire enlever. Et pour ça, Mel, tu as merdé. À l'autre bout de la ville, la collecte de fonds bat déjà son plein. Et il est maintenant temps de donner la dernière interprétation de la soirée. Alors que Gustafsson se tourne vers la foule, il fait venir Franklin pour conduire l'orchestre qui s'apprête à jouer le concerto de Catherine pour la première fois depuis près de 50 ans. Le morceau commence normalement, mais alors que l'intensité de la musique augmente, les yeux de Franklin se mettent tout à coup à briller en jaune, et toute la foule rentre en état de transe. Mais elle arrive au théâtre bien décidée à arrêter le spectacle avant que quelque chose de terrible ne se produise. Mais avant qu'elle ne puisse interrompre la représentation, la musique atteint son paroxysme. Et maintenant, le rituel du joueur de flûte est terminé. Mel parvient enfin à couper les lumières. Mais il est trop tard. Des éclairs commencent à illuminer l'intérieur du théâtre, tandis que de grandes portes en bois apparaissent au centre de la scène. Tout à coup, Franklin hurle de douleur alors qu'une main démoniaque émerge de son cou. Et le joueur de flûte en personne est littéralement expulsé du corps de l'homme. Tournant son attention vers Gustafsson, le joueur de flûte tend la main et lui écrase le crâne d'une main sans le moindre effort. Et ça en fait donc 5. Mais il reste un théâtre entier rempli de gens à éliminer. Alors que tous les adultes sont en transe, le joueur de flûte sort son instrument diabolique et commence à jouer un air, entraînant tous les enfants du public à travers la grande porte. Pour une raison qu'on ignore, la seule personne qui n'est pas affectée par la transe est Mel. Et comme elle ne voit pas d'autre choix, elle décide de les suivre dans le royaume du joueur de flûte. Après avoir franchi la porte, elle est instantanément transportée dans une sorte de putain de Narnialand détraqué, où elle peut voir le joueur de flûte dans la vallée en contrebas, en train de guider les enfants sur un chemin enneigé, y compris sa propre fille Zoé. Heureusement, Mel parvient à l'éloigner du groupe juste à temps. Après avoir retiré ses appareils auditifs, la petite fille parvient à résister à la musique suffisamment longtemps pour aider sa mère à se mettre à l'abri. Mais pas sans que le joueur de flûte ne s'aperçoive de ce qu'elles sont en train de faire.
Elles reviennent au théâtre en un seul morceau. Mais alors qu'elles se serrent dans les bras l'une de l'autre, le joueur de flûte sort précipitamment de l'embrasure de la porte et projette Mel à travers la pièce avant de se tourner vers Zoé. Terrifiée, la fillette s'enfuit en courant dans les coulisses et elle se cache sous la même trappe que celle qui avait servi à faire une farce à Colin quelques jours plus tôt. Mel se relève, attrape la flûte traversière de Franklin et se lance à leur poursuite. Elle les rattrape au moment où le joueur de flûte se rapproche de sa fille sous la scène. C'est alors que Mel commence à jouer la partition du joueur de flûte, mais avec sa propre interprétation de l'harmonie. Et le joueur de flûte est temporairement forcé de faire demi-tour, incapable de résister à la musique. Il semble qu'elle le tienne dans ses filets, mais dès qu'elle arrête de jouer, la créature se redresse d'un bond et coince Mel contre des accessoires de scène, prête à prendre sa dernière revanche. C'est alors que Zoé monte sur scène, jouant de son propre instrument. Et elle et sa mère commencent à se déchaîner si fort qu'elles font littéralement exploser l'esprit du joueur de flûte grâce au pouvoir de la musique, provoquant l'apparition d'une armée de rats qui sortent de son corps et commencent à dévorer le démon vivant. Le monstre vaincu, tous les enfants sont en mesure de revenir en toute sécurité par la porte, y compris Colin, l'ami de Zoé. Et il semble que la malédiction ait été brisée une fois pour toutes. Du moins, c'est ce qu'il pense. 3 mois plus tard, Zoé joue de la flûte à bec pour son professeur de musique pendant que sa mère et Philippe l'attendent à l'extérieur. Mel semble penser qu'aucun des autres enfants ne se souvient de ce qui s'est passé. Mais c'est alors que Zoé dit à son professeur qu'elle veut jouer sa propre version d'une chanson ancienne. Et ses yeux se mettent à briller en jaune quand elle commence à jouer l'air du joueur de flûte, prouvant que le démon est visiblement toujours dans le coin en fin de compte. The Piper, de la profondeur, un retour en enfance, un ensemble cohérent pour un bon film d'horreur déjanté. J'ai bien aimé, mais dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Je suis là pour vous. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, passez une excellente journée!